Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette webconférence consacrée à une publication commune entre l'Agence nationale d'appui à la performance et le think tank Matière Grise et intitulée « Le domicile du futur commence aujourd'hui ». Qu'il soit le domicile historique ou un nouveau domicile, partagé ou en résidence pour seniors, le domicile du futur sera nécessairement inséré dans la vie sociale, connecté et accessible. Il devra être aussi adapté, autant pour le bien-être de ceux qui y vivent, que pour les intervenants qui y interviennent quotidiennement, pour le bien-être des personnes âgées, parfois face à la maladie et jusqu'à la fin de la vie. Sont à mes côtés pour évoquer ces travaux Stéphane Pardou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ANAP. Et Luc Broussy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du think tank Matière Grise. Alors Stéphane Pardou, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'ANAP a décidé de travailler aux côtés du think tank Matière Grise sur ce sujet? Alors d'abord, je voudrais saluer tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et puis saluer Luc Broussy et dire tout le plaisir qu'on a à l'Agence nationale d'appui à la performance à être ensemble aujourd'hui pour cette webconférence. Alors effectivement, ça peut sembler surprenant que l'Agence nationale d'appui à la performance s'intéresse au sujet du domicile parce que c'est pas dans notre mission première, c'est même pas dans nos statuts premiers. Nos statuts premiers, c'est notre mission première, c'est de nous intéresser à la performance des structures collectives, des établissements sanitaires ou médico-sociaux. Donc on pourrait dire comme ça qu'on est hors sujet, hors champ. Mais en fait, c'est parce que nous avons une certitude, une conviction. C'est que ces institutions, qu'elles soient sanitaires ou médico-sociales, elles sont soumises aujourd'hui à une tension importante du fait d'une explosion de la demande, qu'elle soit sanitaire, de soins ou qu'elle soit d'hébergement. Et notre système sanitaire ou médico-social, il peine à répondre à cette demande. Et c'est le cas en France comme dans d'autres pays occidentaux. C'est pas propre à la France. Il peine. Il peine à y répondre pour des questions de démographie. Je rappelle ce chiffre. Je crois que en 2030, il y aura, je crois, 25 millions de personnes de plus de 60 ans, donc qui demanderont de plus en plus de soins, qui demanderont de plus en plus progressivement d'hébergement. Il faudrait, je crois, créer rien que 300 000 places d'EHPAD pour subvenir aux besoins. Donc on voit bien le système, que ce soit sur la partie de l'hébergement ou sur la partie de la prise en soins, il y a une demande très importante qui ne cesse d'augmenter et qui ne faiblira pas. Et nous avons donc la conviction que pour alléger cette tension, tout simplement, j'allais dire tout bêtement, il faut limiter la demande. Il faut limiter le recours aux institutions. On le limite par la prévention, qui fait qu'on a recours le plus tard possible au système de santé, mais on peut aussi le limiter en ayant recours à d'autres endroits que les institutions pour prendre soin, pour prendre en charge. Eh bien, cet autre endroit, c'est le domicile. Et donc, c'est ce qui nous a amené, nous, à nous intéresser à ce sujet-là, convaincus que l'un des leviers de performance du système de santé, c'est la prise en charge à domicile. Et cette conviction, elle rejoint par ailleurs ce que pensent les Français, puisque je crois que 90% des Français disent qu'ils veulent vieillir à domicile. Et 80% de ces mêmes Français disent qu'ils veulent mourir à domicile. Et puis quand on va plus loin, quand on les interroge un peu plus précisément, ces mêmes Français, ils disent qu'ils n'ont pas toujours une très bonne image des structures d'hébergement collectif ou des structures de soins. Ils ont une bonne image de la technologie qui est mise en œuvre, mais ils n'ont pas forcément une très bonne image des conditions de prise en charge globale. Donc en fait, de façon indirecte, ils nous disent qu'ils ont envie qu'on les prenne en charge, sans doute dans d'autres endroits que ces structures collectives. Et puis, enfin, nous, on s'est intéressé à ce sujet-là parce qu'on dit toujours ce qui va mal en France, mais on a la chance d'avoir en France, historiquement, des organisations de prise en charge à domicile bien structurées. On en a beaucoup, peut-être même trop. On en a beaucoup dans le champ de l'hospitalisation à domicile, donc du soin à domicile, mais on en a aussi beaucoup dans le champ de l'accompagnement du vieillissement à domicile. On fait partie de ces pays qui ont de très très nombreuses structures de prise en charge. Donc on ne part pas de rien. Donc le domicile du futur, on est capable de le construire, mais sur la base de ce qui existe aujourd'hui. D'où ce travail qu'on a eu envie de faire avec Matière Grise. Et c'est pour toutes ces raisons, en fait, on a eu envie, à l'ANAP, de sortir peut-être un peu de nos champs classiques, et on a eu envie pour ça de s'associer avec ce qui nous semble être le cercle de réflexion le plus pertinent en matière sur les questions de vieillissement, qui est le cercle Matière Grise que préside Luc Broussy. C'est la raison pour laquelle, on a eu envie de confronter ou de mettre côte à côte plutôt nos réflexions sur le sujet pour voir ce que ça pouvait donner, parce que en même temps,
La prise en charge du domicile, elle n'est pas aujourd'hui complètement bien structurée. Il y a des enjeux de lisibilité. Aujourd'hui, pour nous, on est des spécialistes, donc on connaît le sujet. Peut-être les gens qui nous écoutent sont des spécialistes, mais qui nous regardent sont des spécialistes, mais pour les Français de tous les jours, c'est très compliqué de s'y retrouver dans l'offre de services. On sait également qu'il y a un sujet très important qui n'est pas aujourd'hui bien structuré, c'est celui de la nuit. Et on sait que c'est une rupture importante, que le maintien à domicile, très souvent, il bute in fine sur la prise en charge nocturne, que ce soit dans le champ sanitaire ou dans le champ de l'accompagnement. Après, il y a aussi un sujet de gradation des soins et d'accompagnement. On n'a pas, à tout moment, besoin de la même prise en charge. Il faut être en capacité de gérer cette gradation. C'est pour aborder toutes ces questions-là qu'on a eu envie, je le redis, en s'associant avec Matière Grise, d'explorer, sur la base du réel, ce que peut être le domicile du futur. Luc Broussy, le think tank Matière Grise, avait publié en 2021 un rapport qui fut très commenté sur l'EHPAD du futur. Vous choisissez aujourd'hui de vous pencher sur l'accompagnement et la vie à domicile. Je voudrais vous demander quel est pour vous le domicile idéal du futur. D'abord, c'est un domicile qui, comme vient de le dire Stéphane Pardoux, répond à cette invite que nous disent les Français. Nous voulons vieillir chez nous. Dans notre domicile, historique ou pas, mais en tout cas, on a envie de vieillir chez soi dans notre pays. Et il faut donner les moyens à nos compatriotes de pouvoir faire en sorte que ce souhait devienne effectif. Mais il y a deux mais. Il y a un premier mais qui est ce chiffre toujours terrible à constater, entre 8 et 10 000 personnes âgées de 65 ans et plus meurent chaque année de chute domestique. Le deuxième problème qui se pose, c'est que nous avons, on le sait bien, l'association Les Petits Frères des Pauvres nous le rappelle chaque année, près de 500 000 personnes âgées vivent une situation de quasi-mort sociale à cause de l'isolement social. Chute domestique, isolement social, donc c'est bien de vouloir vivre chez soi, de vouloir vieillir chez soi, encore faut-il créer les conditions d'un vieillissement harmonieux chez soi. Le domicile du futur, c'est d'abord un domicile qui doit être adapté. Adapté évidemment dans son accessibilité, mais adapté aussi socialement. C'est-à-dire qu'on a bien vu le logement le mieux adapté ou le mieux accessible du monde, qui est à 5 km de la boulangerie, eh bien, pour la personne qui n'a plus de voiture, il n'est pas adapté. Donc, on a besoin, lorsqu'on parle d'un logement adapté, de parler de l'intérieur du logement, mais de parler aussi de sa situation géographique et de sa capacité pour la personne, pour celle qui habite ce logement, de continuer à être en interaction avec les commerces, avec les services publics, avec les lieux culturels de manière générale. C'est un logement aussi qui doit être fonctionnel, évolutif et domotisé. Au fur et à mesure, il va falloir que ces logements fassent appel aux nouvelles technologies, puisque sur un certain nombre de domaines, dans tous les domaines de la vie sociale maintenant, l'intelligence artificielle et de manière générale, les évolutions technologiques apportent un plus, eh bien, il faut que, sans jamais remplacer évidemment l'aspect humain, l'aspect relationnel, mais il faut se servir de ces outils technologiques pour que la personne puisse vivre de manière plus sécure dans son domicile. Et puis, il faut enfin avoir une vision extrêmement évolutive, là aussi, de la notion même de domicile. Les Français veulent vieillir chez eux, mais c'est ce chez soi, en réalité, qu'il faut redéfinir. Et de plus en plus, on le voit déjà aujourd'hui, parce que le futur, comme on le dit, commence aujourd'hui. Dès maintenant, on voit bien qu'un certain nombre de nos compatriotes décident de quitter leur domicile historique. Parce que vieillir de manière harmonieuse, ce n'est pas pour une veuve de 82 ans vieillir dans sa maison où elle a vécu avec son mari, avec ses enfants. Son mari est mort, ses enfants sont partis, mais le jardin est toujours là. Les escaliers pour descendre à la cave, pour monter à la chambre, sont toujours aussi accidentogènes. Donc il y a un moment donné, vieillir chez soi supposera de plus en plus de changer de chez soi. Et c'est là-dessus qu'avec la NAP, nous avons voulu aussi insister, c'est que parfois le maintien à domicile suppose de changer de domicile. Et là, nous avons en ce moment, en France, depuis quelques années, le déploiement extrêmement divers, et il faut qu'il le reste d'ailleurs, de solutions très diverses. Évidemment, les résidences autonomie,
qui sont une solution ancienne, mais qui méritent qu'on fasse un sacré travail de modernisation autour d'un modèle qui demeure, notamment pour les catégories modestes, tout à fait pertinent. Évidemment, les résidences-services seniors, dont le nombre s'est multiplié depuis 10-15 ans, et qui correspondent à ce que souhaitent de très nombreuses personnes âgées, et notamment, parce que dans ce type d'établissement, 70% environ des habitants de résidences-services seniors sont en réalité des femmes veuves, et qui répondent donc aux soucis de lutte contre l'isolement social que j'évoquais tout à l'heure. Et puis il y a, grâce d'ailleurs à l'impulsion qu'a donné le gouvernement dès 2019, un fort développement de ce qu'on appelle l'habitat inclusif, qui prend des formes très différentes, mais c'est un peu la formule Small is Beautiful. Et effectivement, dans un certain nombre d'endroits, je pense notamment à des bourgs ruraux, à des petites villes de 500, 1000 habitants, qui n'ont pas la place pour un EHPAD de 80 lits, eh bien, on pourra y substituer des formules peut-être plus proches des habitants, plus adaptées, pour que les personnes ne soient pas déracinées par rapport au lieu où elles ont vécu, là aussi, leur vie. Voilà, donc, un chez-soi, l'adapter. Nous rappelons dans ce document aussi une mesure qui date du 1er janvier 2024, toute récente, c'est l'adoption de MaPrimeAdapt'. Donc là, on a un instrument de politique publique qui permet d'encourager les seniors à adapter leur logement, mais de manière plus culturelle, j'allais dire, de manière plus sociologique, nous allons avoir en face à nous maintenant une génération de seniors qui comprend bien que pour vivre le plus longtemps possible, mieux vaut parfois changer de logement et avoir une forme d'habitat beaucoup plus adaptée aux fragilités. Merci. La publication contient un certain nombre de propositions, non seulement pour penser une politique globale du domicile, mais aussi pour vieillir concrètement chez soi, entouré et soutenu. Stéphane Pardoux, quelles sont les mesures qui vous semblent emblématiques et prioritaires et qui sont contenues dans ce rapport ? Alors, je ne vais pas les dévoiler précisément parce que sinon ça n'incitera pas les gens qui nous écoutent et qui nous regardent à le lire. Donc moi, j'invite tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui à le regarder, à le lire avec attention d'abord parce qu'il se lit très facilement, que c'est un travail d'expert, mais tout à fait accessible. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier et féliciter les équipes de l'ANAP et de Matière Grise qui ont fait un gros travail, qui ont rencontré beaucoup de gens, qui ont dialogué avec beaucoup de parties prenantes pour faire ce travail qui est extrêmement intéressant et très bien balancé et très, très bien écrit par ailleurs. Mais je vais quand même répondre un petit peu à votre question, même si j'invite les gens à le lire. D'abord, redire, comme l'a dit Luc Broussier à l'instant, comme vous l'avez dit également, c'est qu'on ne part pas de rien dans le pays. Il y a une dynamique en faveur du maintien à domicile. Et dans tous les territoires de la République, j'étais il y a quelques semaines avec une mission de l'ANAP à Saint-Pierre-et-Miquelon, et bien dans ce territoire, qui est peut-être un des plus reculés géographiquement de l'Hexagone, il y a une véritable politique en faveur du domicile qui est mise en place, portée par les collectivités locales et par les agences régionales de santé. Donc c'est une dynamique qu'on voit partout. Donc ce que nous avons souhaité à l'ANAP, c'est insister sur ce qui nous semble être les points majeurs qui, dans un parcours, dans une prise en charge, dans un maintien à domicile, peuvent être des moments, des facteurs qui peuvent pénaliser ce maintien à domicile le plus long possible, qui dure le plus longtemps possible. Le premier élément, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la question d'une gradation du soin à domicile. On n'a pas besoin de la même chose à chaque moment de sa vie et à chaque moment de son vieillissement. Nous n'avons pas besoin de la même chose. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de déployer des cercles de professionnels qui ne sont pas mobilisables de la même façon, avec la même fréquence, avec la même intensité, suivant son état de santé et suivant son degré de dépendance. Le deuxième point sur lequel nous, on a voulu insister, c'est qu'il nous semble qu'on a la chance en France d'avoir des structures de prise en charge du soin, qui sont les structures d'hospitalisation à domicile, qu'on n'utilise sans doute pas assez. Et qu'on devrait sans doute systématiser le recours à l'HAD avant toute décision d'hospitalisation, que ce soit en provenance d'un EHPAD ou que ce soit lorsqu'on est à domicile. Le troisième point important sur lequel nous, on voulait insister, c'est des questions très techniques, c'est la question du médicament à domicile, de la prise en charge médicamenteuse à domicile. On sait qu'en institution, la iatrogénie médicamenteuse, c'est un souci. Eh bien, à domicile, c'est la même chose et c'est sans doute encore plus important. Et on sait que qui dit iatrogénie médicamenteuse dit risque de chute, etc. et dit syndrome de glissement. Donc, il faut être très vigilant sur ce sujet-là. Et puis ensuite, on voulait aussi nous insister, Luc Broussier en a parlé à l'instant même, sur l'usage des outils numériques. Que ce soit pour la prévention, pour repérer,
mais aussi pour accompagner à chaque moment d'un parcours dans le vieillissement. On sait que l'outil numérique, il peut amener de la sécurité, de la vigilance, de la prise en charge à distance. Donc nous, on voulait beaucoup insister là-dessus, de façon à ce que, eh bien, comme l'a dit Luc, ce domicile du futur, il soit de plus en plus sécurisé par des équipes de plus en plus professionnalisées et qu'on valorise dans le cadre de parcours professionnels. Voilà quelques-unes des propositions rapidement présentées pour ne pas déflorer la lecture que vous allez tous faire. Luc Broussy, même question. Avez-vous peut-être une ou deux mesures que vous souhaiteriez mettre en avant Alors, même réponse. Moi aussi, je salue le travail qui a été effectué collectivement par les équipes de la NAP, par les équipes de Matière Grise, mais par tous ceux qui, interrogés par nos soins, ont alimenté ce rapport. Et je veux vraiment insister sur cette partie de coproduction collective. Donc, moi, j'ai peut-être deux orientations. D'abord, la question de l'anticipation. Je suis frappé de voir à quel point, évidemment, on le sait bien, plus la prise de conscience, plus les travaux sont anticipés, mieux évidemment on se portera. Nous avions évalué à 84 ans l'âge moyen à partir duquel les personnes âgées décident d'adapter leur logement. C'est beaucoup trop tard, parce que les chutes, elles ont lieu avant. Et ce qui est assez positif, c'est que dans les 4 premiers mois de l'évaluation de ma prime Adapt, il semblerait que l'âge moyen de demande de dossier, de demande d'aide, soit plutôt de 78 ans. Bon. Si on réussit ce pari, on a réussi un pari majeur, un enjeu majeur, faire en sorte que les personnes âgées d'aujourd'hui et de demain anticipent leur future fragilité et tentent d'adapter leur parcours résidentiel avant d'arriver à un accident et a fortiori à une chute problématique. Le deuxième sujet, c'est l'évaluation. Il faut à un moment donné, parce qu'on n'est pas juge de son propre état, ni juge du logement dans lequel on évolue. Et moi, je crois beaucoup au rôle des ergothérapeutes. Une profession qui, jusqu'ici, était totalement sous-représentée dans notre système sanitaire français, toujours très curatif, alors que les pays scandinaves ont 3 à 4 fois plus d'ergothérapeutes que nous. Parce qu'évidemment, ils ont une culture plus préventive. Donc, faire en sorte, mais je crois que tout à l'heure, Alexandre Petit reviendra sur ces questions-là, mais l'ergothérapeute, c'est une profession, un professionnel absolument essentiel pour conseiller, orienter et faire en sorte que nos concitoyens puissent anticiper ces décisions d'adaptation. Plus on anticipe, mieux on vieillit demain. Merci à tous les deux. Merci. Alors nous allons donner la parole maintenant à ceux qui, par les solutions qu'ils développent, rendent possible dès aujourd'hui le domicile du futur. À mes côtés pour un premier panel, Alexandre Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société Allogia. Et Florence Gressard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement au pôle autonomie de Latte, une commune de l'Hérault, au sud de Montpellier. Tout à fait. Alors Alexandre Petit, je le disais, Allogia a été créé vous présidez Allogia, une société qui a été créée en 2014, qui développe notamment des services de prévention en santé pour le logement des seniors. Vous accompagnez aussi les pouvoirs publics et les professionnels à prendre en compte les enjeux du vieillissement et à bâtir des stratégies qui ont pu bénéficier à près de 30 000 seniors jusqu'ici dans des territoires un petit peu différents. Ouais. La mise en place de politiques territoriales de prévention nécessite de mieux cibler les personnes qui ont des besoins prioritaires. Ma première question est donc, en quoi la technologie peut aider à la coordination et à une action plus efficace des différents acteurs qui interviennent auprès des personnes âgées à domicile ? Alors, le constat qu'on a fait, c'est que aujourd'hui, on a souvent des populations qui sont très larges. On le sait, en France, il y a 14 millions de Français qui ont plus de 65 ans. Et quand on souhaite déployer des politiques de prévention, on ne peut pas les déployer à l'ensemble de la population. Typiquement, les missions de prévention avec des diagnostics d'ergothérapeutes, offrir un diagnostic d'ergothérapeute par an par personne âgée, c'est irréalisable aujourd'hui. Et donc, on s'est dit, par rapport à cet enjeu de la prévention, il faut pouvoir, grâce à des analyses de données, mener des analyses qui soient prédictives. Donc c'est ça la solution qu'on a créée, qui s'appelle Reveal Care. C'est un algorithme scientifique prédictif qui nous permet à partir de 3 données, donc l'âge, le sexe et l'adresse des bénéficiaires, de classifier instantanément l'ensemble du public senior et de savoir par exemple quelles sont les personnes qui sont éloignées du parcours de soins, quelles sont les personnes qui sont éloignées des commerces et des services de proximité qui donc ont plus de risques d'isolement,
et quelles sont les personnes prioritaires au regard de la méthodologie qui a été bâtie par l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. Donc c'est une technologie qui croise plus d'1 milliard de données aujourd'hui. On est déjà à plus de 100 000 personnes analysées. Et le but, c'est de dire, quand on veut adresser le public senior de manière préventive, il faut d'abord prédire quelles vont être les personnes prioritaires pour faire un maximum d'impact quand on déploie la prévention. Une fois les seniors identifiés, quelles solutions mettez-vous en place pour mieux les accompagner? Alors ensuite, on passe dans des actions de prévention qui sont portées par notre réseau de 1500 professionnels de santé diplômés d'État ergothérapeutes en France, ainsi que des assistantes sociales. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir déployer auprès des personnes prioritaires des campagnes qui soient soit des campagnes d'appel, de prévention, où on va appeler les gens, faire un bilan avec eux, leur proposer des solutions, soit des visites à domicile, dans le cas où on a déjà identifié qu'il y avait eu par exemple une chute, une problématique de santé, une problématique d'isolement social. Et l'objectif, c'est que le vieillissement, c'est un peu toujours la même trajectoire à domicile, c'est-à-dire que on vieillit, on veut pas trop en entendre parler, et on s'identifie pas forcément au sujet senior, et puis à un moment, il y a un événement de rupture, qui va être une chute, une problématique de santé, un isolement social. Et quand cet événement arrive, l'ensemble de notre système intervient un peu de manière curative pour essayer de mettre en place des solutions. Nous, on pense que demain, il faudra avoir des approches beaucoup plus prédictives par la donnée, puis préventives, pour essayer de repousser, voire d'annuler cet événement de rupture, et donc à la fin de faire gagner des années de vie en bonne santé à domicile aux personnes âgées. Merci. Florence Gressard, le pôle autonomie de l'AT est précurseur dans l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie à domicile afin de faciliter leur quotidien. Il est devenu un acteur de référence à l'échelle du département de l'Hérault et même au niveau national et fait partie des 24 équipes retenues par la CNSA pour expérimenter le dispositif ECLA. Alors ma première question, qui intéressera nos téléspectateurs, pourriez-vous nous présenter les expertises et les services qu'a développé au fil des années le pôle autonomie de l'AT? Bien sûr. Donc le pôle autonomie santé, c'est un projet initialement communal qui est parti de la volonté des élus de trouver des solutions pour faciliter le maintien à domicile et l'autonomie de ses citoyens, en faisant le choix d'orienter sur les solutions techniques, en s'appuyant sur les compétences d'ergothérapeutes et de travailleurs sociaux. Donc concrètement, l'idée a été de créer un showroom avec du matériel pour que toute personne puisse avoir un conseil gratuit et neutre de toute visée commerciale sur les solutions techniques qui contribuent à l'autonomie. Mais pour que le dispositif soit complet, on s'est rendu compte que les intervenants du domicile, notamment les intervenants de l'aide et du soin, manquaient de connaissances aussi sur les aides techniques. Donc du coup, on a adossé à ce service initial un espace de formation pour que les professionnels et les aidants naturels puissent se former à la bonne utilisation des aides techniques ou tout simplement les découvrir. Puis petit à petit, il s'avère que les entreprises, les distributeurs de matériel venaient aussi vers nous pour avoir un retour d'usage sur le matériel en fait. Et donc on a formé un de nos ergothérapeutes aux méthodologies Living Lab pour qu'on puisse mener des études d'usage, faire de la co-conception et être une ressource aussi pour les entreprises qui innovent et qui veulent se développer dans ce secteur d'activité. Donc là, maintenant, on a, en 15 ans, en définitive, le pôle autonomie, il s'est développé de telle manière qu'il s'est déployé de manière fonctionnelle, mais aussi territorialement, puisqu'initialement, on était un service communal. On a maintenant une compétence départementale et on est même une référence nationale dans la mesure où on alimente la base de données de la CNAV, la base de données bien chez soi, et qu'on a été identifié, labellisé ECLA par la CNSA. Donc, du coup, on a eu une évolution sur 15 ans et qui permet d'offrir un service assez complet sur tout ce qui concerne les solutions techniques de l'utilisateur jusqu'à l'inventeur en définitive, ou l'inverse plutôt. Revenons sur ECLA. En quoi concrètement le dispositif est-il un progrès pour les personnes âgées à domicile? Alors ECLA, en résumé, c'est quelque chose de très important pour les personnes âgées puisque c'est financer l'accompagnement par un ergothérapeute au domicile pour faciliter son autonomie, son maintien à domicile. Ça, c'est vraiment une grande nouveauté. L'assurance maladie, dans le cadre de l'article 51, finance donc ce type d'accompagnement et a réussi en fait à développer le aller vers, c'est-à-dire que
toute personne peut avoir droit à une visite à domicile dans la mesure où elle a un besoin en aide technique. Donc c'est vraiment capital. Adossé en plus à des compétences sociales pour faciliter les recherches de financement. Ce qui est vraiment un progrès également, c'est que cette visite d'ergothérapeute, elle se fait en complémentarité avec tous les autres dispositifs. La CNSA a insisté sur la subsidiarité pour que justement ce soit une compétence qui vienne en complément des ressources déjà disponibles autour de la personne ou pour apporter des ressources quand il n'y en a pas. Voilà. Donc, en fait, ce sont ces trois aspects qui vraiment sont un progrès d'ampleur pour faciliter le maintien à domicile. Et par exemple, en 2023, on a fait 400 visites à domicile dans l'ensemble du département. Et il s'avère que le dernier rapport sur l'expérimentation Éclat atteste que 94% des personnes ont atteint, voire dépassé leurs objectifs initiaux grâce à l'aide technique. Donc c'est vraiment l'essai en conditions réelles de vie qui a permis d'apporter un plus pour la personne et pour le maintien de son autonomie. Merci. Nous allons désormais passer au second panel de porteurs de solutions. Sont à mes côtés pour ce second panel des porteurs de solutions qui rendent possible dès aujourd'hui le domicile du futur. Mathieu Nolszewski, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'association Soignons Humains. Jacques-Henri Véron, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé une application mobile du nom de Présage, qui est un dispositif médical, nous y reviendrons. Et enfin, Dr Di Santolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin gériatre sur Nancy depuis 17 ans et vous travaillez dans un service d'hospitalisation à domicile polyvalent. Alors, le secteur du grand âge connaît depuis de nombreuses années une crise de l'attractivité des métiers du soin. Nombreux aussi sont les rapports qui pointe la charge qui pèse sur les professionnels du domicile, de l'aide et du soin. Des difficultés qui se conjuguent souvent par des situations aussi de précarité. Les besoins d'ici 2030 sont pourtant majeurs, estimés à plus de 300 000 emplois par la Direction générale des entreprises. Mathieu Nolszewski, l'ONG Soignons Humains, est à l'origine du dispositif Équilibre, une communauté d'équipes d'infirmières autonomes intervenant à domicile et s'inspirant du modèle Burzorg. Vous innovez en proposant un exercice professionnel différent qui valorise l'autonomie des équipes et leur pouvoir d'agir. Ma première question est-ce que vous pourriez présenter rapidement ce qu'est le modèle Burzorg venant des Pays-Bas et nous expliquer surtout en quoi consiste l'expérimentation que vous avez entreprise entre 2019 et 2023 ? Oui. Alors, Burzorg, ça veut dire soins de quartier. C'est une approche organisationnelle des soins infirmiers à domicile qui a transformé le principe des soins infirmiers à domicile aux Pays-Bas sous l'inspiration de Jos de Blok, un infirmier qui a proposé un modèle qu'on qualifie d'auto-organisation dans les soins. Donc, des petites équipes d'infirmiers inscrits dans les quartiers qui s'auto-organisent sans hiérarchie complexe, un support très petit, une grande simplification. Ils ne sont plus rémunérés à l'acte, mais au temps passé auprès des patients, dans une vision qui vise à vraiment soutenir l'autonomie des professionnels, mais aussi soutenir l'autonomie des personnes accompagnées et de leurs aidants. Leur approche a vraiment eu de l'efficience qualitative et quantitative de 2006 là jusqu'à encore aujourd'hui. Ils ont démarré à 8 infirmiers, ils sont aujourd'hui à presque 10-12 000 infirmiers pour plus de 1000 équipes. On s'est inspiré de cette approche avec Équilibre, qui veut dire équipe d'infirmières libres, responsables et solidaires, en menant une expérimentation article 51 qui repose sur 3 principes. Premier principe, redonner une place à l'approche centrée sur la personne, à une approche globale en soins, qui favorise la reconnaissance des infirmiers pour tout ce qu'ils peuvent faire auprès de la personne. Les 180 infirmiers qui sont engagés avec nous sur 3 régions, et ça représente à peu près 33 équipes, sont engagés aussi sur le deuxième principe, l'autonomie. Soutenir le pouvoir d'agir et l'autonomie des personnes accompagnées de leurs aidants. Avoir cette réflexion de comment je vais me rendre inutile auprès des personnes. Et puis, on a un troisième pilier, parce qu'un infirmier heureux dans son métier, c'est un infirmier qui peut faire reconnaître toute sa pratique. C'est aussi un infirmier qui se sent soutenu dans tout ce qu'il fait. Et pour ça, ça passe par le travail en équipe. Donc, en tant que structure tierce et porteur de l'expérimentation, Soignons Humains a accompagné chaque infirmier et chaque équipe à vivre ce qu'est l'approche de l'auto-organisation en équipe et ce qu'est la réflexion autour de l'orientation solution dans sa pratique.
Et puis on a un moyen pour ça, c'est le moyen de la simplicité. On est sorti de la nomenclature d'actes pour basculer sur le temps déclaré auprès du patient. Les infirmiers déclarent le temps réel qu'ils ont auprès de chaque patient pour être rémunérés. Quels ont été les résultats de votre expérimentation et quels conseils surtout donneriez-vous à ceux qui souhaiteraient engager une telle démarche dans leur organisation? Alors, nos résultats, ils sont à la fois qualitatifs et quantitatifs, autant auprès des personnes accompagnées de leurs aidants, qui reconnaissent en fait une grande valeur à l'accompagnement qui est proposé. Ils se sentent vraiment soutenus. Il y a une amélioration aussi des parcours de soins, des parcours coordonnés. On a également en fait pour les soignants une meilleure qualité de vie au travail ressentie, un sentiment de pouvoir perdurer dans son métier, de pouvoir continuer à l'exercer, parce qu'ils ont vraiment l'impression de pouvoir être reconnus pour tout ce qu'ils font. On a vraiment une inscription dans tout ce qui est exercice pluriprofessionnel, une facilitation des parcours des personnes. Et puis, pour l'assurance maladie, c'est vraiment un des principes économiques quantitatifs qui ont été mesurés. Pour les 6000 patients qui étaient intégrés dans l'étude, on est à 9 millions d'euros économisés. Ça fait à peu près 25% de coûts évités. Et puis, on a des personnes qui sont soignées dans l'approche, à peu près 30%, qui n'auraient pas l'entièreté de l'approche qu'ils ont aujourd'hui dans l'équipe s'ils étaient dans le système classique. Peut-être à retenir quelques principes pour ceux qui voudraient aller vers ces approches-là. Toujours essayer de réfléchir solution et simplicité. Qu'est-ce qui est juste et nécessaire dans les circonstances? Se faire accompagner aussi pour intégrer ce type d'approche. Et puis refonder sur le paradigme de la confiance et pas le paradigme du contrôle. Voilà ce que je pourrais peut-être transmettre comme quelques éléments d'inspiration. Merci. Parlons maintenant de technologie avec vous, Jacques-Henri Véron. L'objectif recherché de Présage est que les personnes âgées vivent le plus longtemps possible à domicile et dans les meilleures conditions, en anticipant les risques de santé grâce aux technologies numériques. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les apports de votre application pour les personnes comme pour les professionnels et comment elle rend accessible la prévention au plus grand nombre? Oui, merci Robin. Donc, l'un des défis majeurs auxquels fait face aujourd'hui le secteur du domicile, c'est l'anticipation. Et d'une certaine manière, ce qu'on a voulu ce sur quoi on a voulu agir, c'est comment améliorer cette anticipation en s'appuyant sur les données du domicile et les données des différents professionnels. Présage est donc né d'une vision très claire consistant à améliorer la qualité de vie des personnes au domicile et leur vieillissement en s'appuyant d'une part sur les professionnels qui étaient déjà en place et d'autre part en apportant une technologie de rupture. Donc Présage, ça permet de valoriser les observations qui sont réalisées par les aidants familiaux ou les aidants professionnels. Et ce faisant, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir anticiper la dégradation de l'état de santé des différentes personnes, pouvoir prédire une évolution de certains symptômes, comme les douleurs, les troubles de la mémoire ou les risques de dépression, de anticiper également des risques de santé, comme le risque de chute, de dépression, et puis d'anticiper enfin les risques d'hospitalisation, avec 7 à 14 jours d'avance. Pourquoi les risques d'hospitalisation? Parce qu'on le sait, pour un senior, eh bien, ce risque va précipiter la perte d'autonomie et accélérer l'abandon du domicile. Ce faisant, Présage permet de prédire plus de 80% des hospitalisations avec 1 à 2 semaines d'avance et de doter l'ensemble des professionnels d'un outil nouveau qui permet ensuite de mettre en place des plans d'action proactifs et qui anticipent l'évolution de l'état de la personne. Alors que 3,6 millions d'aînés sont exclus du numérique, comment peut-on démocratiser dans un cadre réglementaire sécurisé l'usage des solutions numériques auprès des personnes âgées à domicile? C'est difficile, vous l'avez dit. Ce qu'on appelle l'électronisme touche plus de 80% des plus de 80 ans. Ça veut dire que les bénéficiaires principaux du dispositif médical Présage ne seront pas facilement en capacité à l'utiliser. Alors il faut évidemment accompagner cela et essayer de favoriser à chaque fois que c'est possible l'usage du numérique pour ces populations. Mais c'est difficile. Et ce que l'on fait, c'est qu'on s'appuie sur les aidants familiaux, les aidants professionnels, qui vont être en capacité à soutenir et à aider la personne.
Mais c'est extrêmement important de prendre conscience également que lorsqu'on fait des outils de détection précoce de risques de santé, des outils diagnostiques, des outils à visée thérapeutique, eh bien la réglementation en Europe, elle impose d'apporter des garanties vis-à-vis des utilisateurs, que ce soit des familles, que ce soit des patients et que ce soit des professionnels. Ces garanties, elles se cristallisent autour de ce qu'on appelle les dispositifs médicaux et la solution logicielle ou solution physique, elle doit apporter l'ensemble des garanties d'utilisation, de sécurité, qui vont permettre aux personnes d'être protégées. Je donnerai 3 exemples. Le premier, c'est que le niveau de performance du dispositif doit être validé. Il y a un dossier technique qui doit permettre de détailler et d'expliquer le niveau de prédiction, par exemple, dans notre cas, où on va pouvoir prédire un risque de chute, où on va pouvoir prédire un risque de santé. Mais tout cela doit se faire en apportant des garanties à l'ensemble des utilisateurs, aux patients, aux familles. Et ces garanties, elles doivent intégrer un cadre éthique, un cadre de sécurité, un cadre de respect de la donnée, un cadre de respect de la personne. Ça va évidemment du consentement systématique et nominatif à chacun, mais également à la sollicitation d'un conseil scientifique ou d'une communauté d'éthique qui va pouvoir certifier que l'ensemble des garanties sont bien apportées. Et puis 3e exemple, ce qu'on appelle la surveillance, c'est-à-dire s'assurer qu'au fur et à mesure de l'usage du dispositif, le niveau de performance est toujours adéquat aux différentes revendications. Donc vous voyez que pour apporter un service nouveau et innovant, il faut également s'appuyer sur le corpus réglementaire qui existe et donner les garanties à nos utilisateurs. Merci. Le domicile du futur doit également pouvoir accueillir les professionnels qui accompagnent chaque personne jusqu'à la fin de sa vie. Cécile Di Santolo, le service d'hospitalisation à domicile dans lequel vous travaillez a la particularité d'être organisé en 2 filières, l'une gériatrique et l'autre dédiée aux soins palliatifs. Les services de votre HAD bénéficient à 200 patients par jour, vivant en milieu rural comme en milieu urbain, et votre objectif est vous aussi qu'ils restent le plus longtemps possible dans leur environnement. Alors, je souhaiterais vous demander comment renforcer le recours à l'HAD avant toute hospitalisation, au bénéfice du parcours de soins et de santé de la personne âgée à domicile. Déjà, c'est de se faire connaître et les échanges d'aujourd'hui y participent. Je vous remercie de nous avoir invités. L'HAD, c'est une activité d'hospitalisation à part entière avec des singularités. Ces systèmes d'hospitalisation reposent sur une collaboration étroite entre les équipes de soins primaires, une complémentarité entre le médecin traitant, les infirmiers libéraux et les équipes de l'HAD. Et tout ça pour renforcer les moyens et les possibilités à domicile. Augmenter le recours à l'HAD pour les personnes âgées, ça passe par la réforme des autorisations, réforme de l'HAD qui a lieu actuellement et qui va permettre de penser au travers de la mention spécialisée rééducation autrement le parcours de soins de certaines personnes âgées, leur permettre de rester à domicile et d'avoir des actions de rééducation et de réadaptation. À Nancy, on n'a pas attendu l'arrivée de ces mentions spécialisées avec plus de 40% de personnes qui ont au-delà de 75 ans. On a créé une filière gériatrique il y a quelques années. Concrètement, c'est en plus des équipes habituelles de l'HAD que sont les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, psychologues et assistantes sociales. On a enrichi l'équipe de gériatres et d'infirmières en pratique avancée qui se sont formés à la filière gériatrique. On a aussi, pour le volet rééducation et réadaptation, accueilli dans nos équipes des ergothérapeutes et des kinésithérapeutes. Toute cette équipe pluriprofessionnelle nous permet de penser autrement et d'être au plus proche des besoins et des spécificités des personnes âgées. On a également tissé, et ce depuis plusieurs années, bien sûr parce que je suis gériatre, mais aussi parce qu'il est naturel de travailler avec les services de gériatrie de notre territoire, ce qui nous a permis de couvrir tout l'aval de l'hospitalisation pour éviter des hospitalisations, des réhospitalisations précoces et des hospitalisations itératives. Nous testons également une équipe
composé d'un gériatre, d'une infirmière en pratique avancée et d'une ergothérapeute qui permet de rencontrer les patients en situation fragile, par exemple le patient chuteur, et de pouvoir mettre à la maison, avant une hospitalisation qui arrive quand il y a complications, par exemple l'hospitalisation a lieu quand il y a fracture, avant qu'on arrive à cette alternative, de pouvoir évaluer le domicile, mettre en place un certain nombre de plans d'action et d'actions de prévention et d'actions de rééducation pour permettre à nos aînés de rester à la maison. Je pense que de plus en plus les HAD vont s'orienter vers l'amont de l'hospitalisation et je pense que dans le vieillir à domicile soutenu et entouré, on a toute notre place. Alors que plus de 80% des Français préféreraient finir leur vie chez eux, plus d'un patient sur deux décède encore à l'hôpital. Comment, selon vous, l'hospitalisation à domicile peut-elle aider les malades et leurs aidants à rester à domicile ? Eh ben, c'est toujours et déjà faire connaître l'HAD. Les HAD accompagnent depuis de nombreuses années des patients en fin de vie à domicile. C'est ce pourquoi elles ont été créées. Ça fait partie de l'ADN des HAD. À Nancy, on a globalement 40% de nos patients, tout âge confondu, qui sont accompagnés dans un contexte de soins palliatifs. Dans mon HAD comme dans l'ensemble des HAD, on retrouve des professionnels avec des compétences, des expériences et des expertises en soins palliatifs. On assure les besoins des patients de jour comme de nuit et on a su créer des dispositifs innovants pour répondre aux besoins des patients. Et là, je pense à l'équipe d'évaluation anticipée. Ce sont une équipe de l'HAD qui se rend au domicile des patients dans des situations de fragilité, qui identifie ces patients qui ont un haut risque de décompensation, mais qui ne relèvent pas d'HAD au moment où ils sont rencontrés, ce qui permet qu'une fois la situation à domicile, clinique ou sociale ou psychologique, une fois qu'elle se dégrade, d'entrer rapidement les patients en hospitalisation à domicile et d'éviter des hospitalisations non souhaitées. À venir aussi des équipes d'intervention rapide et là binôme médecin-infirmière qui là aussi vont vers le domicile, vont rencontrer les patients et les aidants et vont mettre en place l'ensemble des mesures pour soulager les symptômes et les moyens nécessaires pour répondre à la complexité des soins palliatifs sur le domicile. Là aussi, l'objectif d'éviter des hospitalisations non souhaitées. Je pense que les HAD sont tout à fait structurés pour répondre aux besoins des patients, pour les accompagner. On essaye autant que faire se peut d'innover dans nos organisations et dans les dispositifs, de trouver des solutions innovantes pour apporter des réponses adaptées aux patients et à leurs aidants dans des situations extrêmement complexes. Merci. Une dernière question pour chacun d'entre vous, en 1 minute si c'est possible. En quoi vos différentes solutions participent à faciliter le quotidien des aidants auprès des personnes âgées à domicile en perte d'autonomie? Mathieu Nolszewski. Je pense que dans Équilibre, on cherche vraiment à pouvoir atteindre cet objectif que les personnes puissent rester dans une approche humaine globale le plus longtemps possible. Et pour ça, ça passe forcément par le soutien aux aidants. Équilibre permet vraiment de redonner du temps d'écoute, du temps de soutien. Et puis l'infirmier joue un vrai rôle en termes de facilitation de la coordination du parcours de santé de la personne. Et un aidant soulagé, c'est un aidant qui va pouvoir perdurer dans le fait de continuer à accompagner son proche malade, âgé, parce qu'on peut être âgé et pas forcément malade aussi. Et c'est ça que permet Équilibre globalement, de l'écoute, du soutien et une facilitation du parcours. Jacques-Henri Véron. Oui, donc le dispositif Presage Care, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il s'intègre avec l'ensemble des acteurs qui sont déjà autour de la personne, et notamment lorsque il y a un infirmier, il va jouer le rôle d'infirmier de coordination. Et cet infirmier de coordination, il va être en capacité à soutenir le couple aidant-aidé. D'une part, le dispositif Presage Care va proposer un certain nombre de conseils et d'aides en soutien à l'aidant et à l'infirmier de coordination, mais d'autre part, on va favoriser des réponses graduées. Ces réponses graduées, elles vont avoir plusieurs axes. Un axe qui va permettre à l'aidant, s'il le désire, de pouvoir aider la personne aidée. Et puis un deuxième axe qui va être de soulager l'aidant et de lui permettre d'avoir l'ensemble des services du territoire qui vont pouvoir être mobilisés en fonction de la situation, en fonction des différents risques actuels pour la personne et des risques prédits par le dispositif Presage. Merci. Docteur Di Santolo.
Nous, on s'inscrit en complémentarité totale avec mes collègues dans cette dynamique. La spécificité des HAD, c'est ce aller vers, c'est mettre à disposition au domicile des patients des compétences et des expertises dans les domaines recherchés. C'est rencontrer le patient et ses aidants dans son domicile, vraiment là où il habite. Et puis, c'est de proposer ces évaluations qui sont sur une dimension médicale, psychologique, sociale et logistique pour pouvoir apporter des réponses complètement individualisées aux patients et ses aidants. Et puis la dernière brique, c'est d'organiser et de coordonner l'ensemble des actions et des soins nécessaires à une bonne prise en charge. Merci à tous les trois. Pour terminer cette webconférence, regardons maintenant ce qui se fait à l'étranger et comment nos voisins européens mettent en place des solutions tout à fait innovantes pour bien vieillir à domicile. Émilie Lebet-Thomas, responsable de la veille internationale à l'ANAP, va nous dévoiler 3 solutions expérimentées au Portugal, en Finlande et aux Pays-Bas. Comme nous l'avons vu au cours de cette webconférence consacrée au domicile du futur, la question du maintien à domicile des personnes âgées est un enjeu crucial. Une question se pose en France comme ailleurs. Quelles ressources peut-on mobiliser pour aider les personnes âgées à rester à domicile? Une solution est déclinée en Europe sous diverses formes, c'est celle de la mobilisation des réseaux de proximité, que ce soit les petits commerçants, les aidants ou les personnes âgées elles-mêmes. Faisons un rapide tour d'Europe des initiatives originales permettant le maintien à domicile. 3 étapes sur notre programme, le Portugal avec une plateforme de repérage des fragilités, les Pays-Bas avec la réforme VOZO qui soutient la diffusion des nouvelles technologies, et la Finlande avec le statut des aidants. Première étape, le Portugal qui fait face à un vieillissement rapide de sa population dans un contexte traditionnel de fort maintien à domicile. À Lisbonne, le programme Radar est un système de repérage des fragilités qui implique tous les acteurs d'un quartier, commerçants, police, pharmaciens. Un système de signalement via une plateforme dédiée permet de déclencher des interventions des services sociaux de la mairie quand une personne âgée commence à se fragiliser. Depuis 2019, il a touché plus de 37 000 personnes âgées de plus de 65 ans. Deuxième étape, les Pays-Bas où un intense virage domiciliaire est en cours. Avec la réforme VOZO, le gouvernement néerlandais cherche à développer l'autonomie des personnes âgées, à déplacer les soins à domicile et à développer les solutions technologiques nécessaires pour cela. En pratique, l'État néerlandais a une démarche proactive pour évaluer et rembourser les meilleures technologies. C'est le rôle de l'agence de recherche Villance qui gère une banque de données des technologies remboursées par les assurances maladie. À La Haye, Easy Experience Home est un living lab municipal animé par des personnes âgées ambassadrices. Leur rôle, présenter les nouvelles technologies à leurs voisins, qui peuvent les emprunter pour les tester chez eux. En passant par des pairs, on montre vraiment l'intérêt des technologies et on renforce l'adhésion. Dernière étape de ce tour d'Europe express, la Finlande avec son approche égalitariste des services publics. Le rôle des aidants informels finlandais est reconnu par les services sociaux. Ils peuvent s'enregistrer auprès de la municipalité pour être reconnus dans leur rôle auprès de leurs proches et bénéficient alors d'une rémunération forfaitaire qui varie entre 460 et 920 € par mois selon le niveau de soins. Le plan de soins inclut également l'accès à des professionnels et le soutien aux aidants, y compris des vacances via des plateformes de répit. Merci à vous d'avoir suivi cette webconférence. Nous espérons que les personnalités portant les innovations évoquées ensemble aujourd'hui vous ont inspiré. Nous vous invitons bien sûr à découvrir sur le site de l'ANAP et de Matière Grise les nombreuses autres solutions et les propositions contenues dans le rapport qui s'intitule, je le rappelle, « Le domicile du futur commence aujourd'hui ». À bientôt. L'ANAP, l'expertise en partage.